Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du nouveau CBA qui vient d'entrer en vigueur là au 1er juillet 2023. C'est quelque part la nouvelle convention collective de la NBA qui va régir tout ce qui s'y passe. Tout est très encadré en NBA, tout est très codifié et tout ça est en grande transparence parce que le nouveau document qui fait 600 pages, vous pouvez le télécharger, il est consultable en ligne, il est accessible à tous et je ne saurais que trop vous conseiller de vous intéresser justement au business de la NBA, ou en tout cas à ce qui se passe en dehors des parquets, parce que quand vous comprenez comment c'est construit, comment ça fonctionne, vous comprenez mieux ce qui se passe sur le terrain et quelles peuvent être parfois les décisions des équipes. Ça vous permet d'avoir plus de clés de compréhension pour comprendre globalement la NBA. Et je ne saurais aussi que trop vous conseiller un petit peu d'autopromo si tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo qui est relativement technique, si tous ces termes ne vous sont pas familiers, je ne saurais que trop vous recommander d'aller sur la chaîne. Il y a une playlist NBA Business où on a passé du temps à essayer de décortiquer, à expliquer certains fonctionnements, certains concepts. Et bien si tout ça n'est pas clair, je vous recommande d'aller voir ça, je le mettrai dans la description, le lien, pour que vous puissiez vous érudir un petit peu et approfondir vos connaissances NBA. Alors, on va commencer par ce qui ne change pas. Parce que globalement, ce nouveau CBA, certes, il y a plein de petites choses qui évoluent, mais globalement, il ne révolutionne pas la structure de la NBA. Et dans la structure de la répartition des revenus, déjà, ce nouveau CBA, il ne change rien. Pour schématiser, c'est plus compliqué que ça, mais grosso modo, tout ce qui rentre dans les caisses de la NBA est toujours partagé à égale part entre d'un côté les joueurs et de l'autre côté les actionnaires qui possèdent les équipes NBA. Il y a toujours le principe d'un soft cap, c'est-à-dire les équipes ont une enveloppe qui leur est donnée pour payer les joueurs, pour faire la rémunération des joueurs, mais il y a plein d'exceptions qui permettent d'aller au-delà de cette enveloppe, ça ne change toujours pas. Globalement, l'encadrement des contrats, les contrats rookies, les contrats vétérans, comment je peux obtenir le max, comment je peux obtenir le super max, tout ça, ça ne change pas. Il y a des petites évolutions, on va en parler, mais sur les grandes lignes, ça ne change pas. Et les mécanismes de la draft et l'intégration des jeunes joueurs, ça aussi, ça ne change pas. Il avait été question peut-être de réouvrir la NBA aux joueurs les joueurs américains qui arrivent directement du lycée, ou des joueurs européens qui n'auraient pas au moins 19 ans, et bien tout ça, ça ne change pas. On reste dans la continuité de ce que la NBA proposait déjà. Alors ce qui change par contre, on va pas faire une liste exhaustive de tout ce qui change, je me suis concentré vraiment sur les points que je considérais comme importants. Donc ce qui change, déjà au niveau du salary cap, donc au niveau des enveloppes salariales qui sont encadrées par la NBA et allouées aux équipes. Déjà, désormais, dans le calcul du revenu global de la NBA qui va définir le salary cap, vont être intégrés, ça n'était pas le cas jusque-là, mais vont être intégrés les bénéfices de licence de la NBA. Les licences de la NBA, c'est quoi ? C'est par exemple, pour que 2K Sport puisse faire NBA 2K, ils sont obligés d'acheter la licence NBA pour avoir le droit d'utiliser le nom des joueurs, le nom des équipes, le nom des salles, les logos, etc. Ça, c'est payant. Ces bénéfices-là, ils rentrent dans les caisses de la NBA. Avant, ils n'étaient pas comptés dans les revenus de la NBA, et donc ça n'était pas quelque part réparti, redistribué aux joueurs. Désormais, ça sera le cas. 160 millions à peu près par an qui rentrent désormais en compte dans le calcul du BRI. C'est du cash en plus. Donc évidemment, les équipes et les joueurs vont être contents. Il y a désormais un encadrement de la progression maximum du salary cap d'une année à l'autre. C'est plafonné désormais à 10% et ça ne peut pas baisser. Donc ça c'est important, le salary cap ne peut pas baisser. Si jamais il y a une crise financière ou autre, vous savez que par le passé le salary cap était calculé sur des projections de revenus de la NBA. S'il y a des projections de revenus à la baisse, le cap ne baissera pas. Par contre, s'il y a des projections de revenus très fortement à la hausse, cette très forte hausse ne sera pas répercutée, ça sera lissé pour avoir une progression linéaire qui pourra aller jusqu'à 10%. Ça n'avait pas été le cas, par exemple, en 2016,
quand le nouveau deal de la télévision, des droits télé aux États-Unis était entré en compte et avait boosté les revenus de la NBA parce que le nouveau deal était à des montants bien plus importants que le deal précédent, à l'époque déjà la question s'était posée. Est-ce que vous voulez qu'on lisse pour avoir une progression linéaire, ou bien est-ce que vous voulez on a l'argent dans les caisses, là, est-ce que vous voulez qu'on réimpacte directement ce nouveau flux financier? Les joueurs à l'époque avaient dit non, le cash il est là, allez-y, donnez-le nous tout de suite. Et on avait eu un cap, c'est ce que vous voyez là sur le graphique, qui avait progressé de 70 à 94 millions comme ça en un été, et ça avait créé plein de contre-phénomènes, un espèce de cercle vicieux, mais on avait eu grâce à ça les Warriors qui avaient déjà un cap relativement pété, qui avaient pu récupérer Kevin Durant, et puis derrière il y avait eu un tsunami de contrats qui sont avérés sur le long terme complètement toxiques, et qui ont en fait plombé les caisses des équipes qui derrière n'ont pas pu payer des contrats relativement plus importants à des joueurs qui arrivaient free agent les années suivantes. Et il y a eu un effet d'aubaine sur l'intersaison 2016 avec souvenez-vous, Chandler Parsons qui récupère 100 millions, avec Mozgov et Lou Holding qui prennent des chèques énormes du côté des Lakers, avec, là je ne fais pas un cocorico, mais il y avait eu Miami, il y avait eu Batum, il y avait eu Noah, qui avaient eu des contrats complètement pétés par rapport à leur valeur actuelle. Et ça, évidemment, ça a laissé un petit peu tout le monde en froid. Et bien, ça n'arrivera plus, parce que quand le nouveau deal télé va entrer en vigueur, je crois que c'est à partir de la saison 2026-2027, c'est pareil, il sera plus important, ça va augmenter fortement les revenus de la NBA, ça sera lissé. On aura une croissance progressive, ce qui évitera effectivement ces effets d'aubaine où d'un seul coup il y a plein d'argent qui tombe dans les mains des general managers, et les general managers, ce sont des enfants. Ce sont des enfants, l'argent leur a brûlé les doigts, ils l'ont dépensé n'importe comment sur n'importe qui. Et puis, petit point de détail aussi, et bien à partir de la saison 2024-2025, et bien les équipes qui, vous savez, il y a un cap avec des fourchettes maximales, mais il y a aussi des fourchettes minimales, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas composer un roster parce que vous êtes en transition, vous êtes en process en rebuild, vous ne pouvez pas composer un roster avec 14 ou 15 joueurs au salaire minimum, et puis vous dépensez que 20 millions et tout le reste dans vos caisses. Non, vous êtes obligé quand même de dépenser un minimum pour payer vos joueurs. Et bien désormais, les équipes qui ne dépensent pas au moins 90% du salary cap dans le salaire de leurs joueurs, ils ne pourront pas bénéficier de la redistribution de la taxe de luxe payée par les équipes qui sont très au-dessus du cap, et ils seront obligés de rembourser à la NBA le différentiel qu'ils n'ont pas versé, et ça sera redistribué à tous les joueurs de la NBA et pas seulement aux joueurs de l'équipe en question, et ça, le calcul est fait au premier jour de la saison régulière et pas au dernier. Et par exemple, la saison passée, les Spurs et les Pacers, qui n'avaient pas dépensé au premier jour de la saison régulière 90% du cap, n'auraient pas pu bénéficier de 16 ou 17 millions de redistribution des taxes payées par les autres équipes. Donc pareil, c'est à surveiller. La NBA veut limiter un petit peu les dépenses max, mais veut aussi limiter les dépenses mines, pour que, évidemment, les joueurs ne soient pas lésés. Justement, maintenant, qu'est-ce qui change au niveau de la taxation? On a toujours une structure de la NBA qui est la suivante. Exemple pour la saison prochaine. On aura un cap qui sera à 136 millions de dollars. Donc les équipes ont une enveloppe de 138 millions de dollars pour payer les joueurs. Il y a un premier palier qui est fixé à 165 millions de dollars. Les équipes qui auront dépensé au-delà de 165 millions de dollars devront payer la taxe de luxe. Donc vous voyez déjà qu'il y a quand même un sacré gap entre un cap, donc un plafond théorique fixé à 136 millions et une taxe qui commence à vous être imposée, seulement à peu près 30 millions au-dessus. Donc il y a déjà de la marge pour, entre guillemets, déconner un petit peu, aller au-delà du cap, sans que ça vous coûte quoi que ce soit en taxe. Bon, là, il se trouve que il y a un seuil qui est fixé à 165. Toutes les équipes au-dessus de 165 paieront la taxe de luxe. Il y avait, ça existait déjà depuis 2017, il y a maintenant un premier palier
de tax upfront. Donc il y a un premier palier de pénalité qui est fixé à 172 millions. Je vais vous expliquer par la suite quelles sont les pénalités appliquées aux équipes qui vont franchir ce palier. Et il y a désormais un super tax à prendre, donc un deuxième palier de taxe à prendre qui est fixé à 183 millions, donc grosso modo 10 millions au-dessus du first à prendre, et les équipes qui seront au-dessus de ce deuxième palier se verront encore infliger d'autres contraintes, d'autres pénalités qui viendront les restreindre dans leur capacité. Donc on retrouve complètement ce fondement de la NBA, de ce qu'on appelle le soft cap, donc d'un encadrement qu'il est possible de dépasser, mais plus vous le dépassez désormais, plus vous allez vous voir infliger des pénalités et des éléments dissuasifs pour vous remettre un petit peu dans le droit chemin. Et puis, autre point aussi qui est important, c'est que les paliers de la taxe de luxe vont être un petit peu revisités, un petit peu retravaillés, et surtout, ils vont croître en même temps que la croissance du salary cap. Donc si le cap augmente de 10%, les paliers augmenteront de 10%. Et les paliers, ils sont là. Donc on a vu que le palier de la taxe, il était à 165 millions. Si vous dépensez 170 millions de masse salariale pour payer vos joueurs, eh bien vous êtes 5 millions au-dessus du palier. Et bien sur chaque dollar dépensé au-delà du palier, donc sur chacun des dollars de ces 5 millions, vous allez avoir 1,5 $ de pénalité. Donc là, vous allez devoir payer pour 5 millions dépensés 7,5 millions de taxes qui viennent s'ajouter évidemment au salaire que vous devez payer aux joueurs. Et bien, ces brackets-là, ces paliers qui étaient depuis un moment toujours fixés par seuil de 5 millions, et bien désormais, ils vont croître d'année en année proportionnellement à la croissance du salary cap. Donc la probabilité qu'on ait des équipes qui soient vraiment dans la zone rouge et qui payent des taxes de luxe complètement pétées, type les Warriors, type les Clippers, type les Suns la saison prochaine, eh bien plus on va avancer dans le temps, plus ces seuils vont grandir, plus eh bien, les équipes qui sont vraiment dans les seuils les plus élevés vont revenir dans le droit chemin. Ne serait-ce que ça va être mécaniquement. Mais regardez, ce qui va aussi changer, c'est l'évolution des sommes dues quand vous êtes au-delà du seuil de la taxe de luxe. On était à 1,5 $ pour chaque dollar dépensé entre 0 et 5 millions. On était à 1,65 $ pour chaque dollar dépensé entre 5 et 10 millions. Eh bien, on va passer de 1,5 à 1 et de 1,75 à 1,25. Par contre, en effet inverse, au-delà de 10 millions, eh bien, vous voyez qu'on va passer de 2,5 à 3,5. Et au-delà de 15 millions, on va passer de 3,25 à 4,75. Donc en gros, la NBA envoie le message, on va moins vous pénaliser si vous dépassez un petit peu, mais par contre, on va beaucoup plus vous pénaliser si vous dépassez beaucoup. Donc la saison prochaine, ça ne change pas, mais à partir de 2020 et 2024, pardon, 2025 non plus, mais à partir de 2025-2026, donc dans 2 saisons, eh bien les pénalités vont être quand même bien revues à la hausse pour les équipes qui commencent à vraiment déconner et à vraiment être au-dessus du cap. Après, ça commence à faire beaucoup. Là, vous commencez à avoir une masse salariale qui est dans les 175, 180, sachant que le cap est à 130. Si je prends les références de cette saison, c'est que vous commencez à être vraiment déjà très au-dessus. Quelque part, vous êtes en train de commencer à tricher. C'est en tout cas le message que veut faire envoyer la NBA. Et la même logique est appliquée pour les équipes qui sont ce qu'on appelle des repeaters, c'est-à-dire ça fait plusieurs saisons de suite que je paye la taxe de luxe. Et bien là, c'est pareil. Les paliers pour les repeaters, ils vont être augmentés. Eux, ça sera sans pitié. Ils n'auront pas de faveur faite sur les 2 premiers paliers. Tous les paliers vont augmenter, c'est pareil, pour dissuader les équipes de mécaniquement et de commencer à prendre l'habitude de très fortement dépasser le salary cap pour payer les joueurs. Là, ça va être des pénalités qui vont commencer à vraiment faire très très mal. Imaginez vous signez un joueur au salaire minimum
vous êtes déjà très au-dessus du cap, vous signez un joueur au salaire minimum qui vous coûte 2 millions la saison, il va vous coûter 15 millions de taxes. Donc c'est très dissuasif. En tout cas, l'objectif, c'est que ça soit très dissuasif. Au niveau maintenant des apprends, au niveau maintenant de ces paliers qui sont au-delà du seuil de paiement de la taxe de luxe, en plus de ce qui existait déjà dans le précédent CBA, les équipes qui vont dépasser le premier apprendre n'auront plus la possibilité de signer des joueurs qui ont été coupés ou dont le contrat a été racheté, les fameux buy-out, par une autre équipe. Ces équipes n'auront plus la possibilité de signer ces joueurs-là. C'est quelque chose dont on avait parlé sur YouTube, sur Twitter, déjà en 2021, à l'époque quand les Nets avaient récupéré LaMarcus Aldridge. On en a encore reparlé en 2022 quand les Clippers ont récupéré en sortie de buyout Russell Westbrook. Et bien ça n'est plus possible. Entre guillemets, les équipes qui ne jouent plus le jeu, vous ne pourrez pas encore dégrader vos finances et récupérer des joueurs dont le contrat a été racheté. Ça n'est plus possible. Sous réserve, bien sûr, il y a un petit laïus, sous réserve que le salaire qui a été racheté, le salaire annuel du joueur qui a été racheté, soit supérieur à la mid-level exception pour les équipes qui ne payent pas la taxe. Également, quand vous dépassez ce premier apron, eh bien, dans le cadre d'échanges, vous serez limité à une variation de 110%. Donc si vous envoyez 10 millions vers une équipe partenaire dans un trade, vous ne pourrez récupérer que 11 millions de salaire entrant. Et à partir de 2024-2025, cette trade player exception, donc ce petit flottement qui était précédemment de 125%, donc quand vous envoyiez 10 millions, vous pouviez récupérer 12 millions 5. C'était déjà quand même pas mal. Imaginez quand on parle de contrats à 30 ou 40 millions, ce que ça permettait en fait comme variation. Et bien de 125, on passe à 110, et dans 2 saisons, on passera à 100%. Donc les équipes au-dessus du premier apron, vous envoyez 10, vous ne pouvez pas plus récupérer que 10. Déjà, ça limite la flexibilité, et ça limite la possibilité d'essayer de s'améliorer avec des trades. Maintenant, pour les équipes qui seront au-dessus du second apron. Alors là, sur la saison prochaine, par exemple, ça serait les Clippers ou par exemple les Warriors. Et bien là, vous n'avez plus de mid-level exception. Il n'y a plus possibilité de signer des joueurs quand vous avez complètement pété le cap. Vous n'avez plus cette taxpayer mid-level exception qui restait la petite opportunité de signer un joueur vétéran ou signer un joueur correct à 6 ou 7 millions de dollars la saison. Elle n'existe plus. Il ne vous reste plus que la possibilité d'ajouter des joueurs au salaire minimum ou de signer vos rookies du premier tour ou du deuxième tour. C'est d'ailleurs pour ça que les Suns, très récemment, ont remonté un petit trade qui leur a permis de récupérer des seconds tours de draft, justement en anticipation de ça. La seule solution en fait pour nous, étant donné qu'on va avoir un cap complètement pété, qu'on n'aura plus de mid-level, c'est des vétérans qui veulent gagner un titre, qui vont accepter de venir au salaire minimum, ou des rookies. Donc là, les équipes qui ont des caps pétés ont tout intérêt à avoir pas mal de tours de draft encore en banque, parce que ça va être les seules exceptions possibles pour aller encore renforcer le roster. Et puis, à partir du dernier jour de la saison 2023-2024, il ne sera plus possible de combiner les salaires dans un trade. Vous êtes au-delà du second apprendre. Vous ne pouvez pas faire « j'échange un de mes joueurs à 10 millions avec un autre joueur à 10 millions contre un joueur d'une autre équipe à 20 millions ». Vous ne pouvez plus additionner les salaires. Donc, on est bridé à 100%, on ne peut plus additionner les salaires. On ne peut plus ajouter de cash, vous savez le fameux cash consideration dans les trades, c'était toujours assez obscur, hein, mais c'est en gros, ouais, je t'envoie un joueur pas très fort contre un joueur un peu plus fort, les salaires matchent et en plus je te graisse la patte avec un peu de cash, tu feras ce que tu veux avec. Et bien ça n'est plus possible, et vous ne pouvez plus non plus bénéficier
d'un sign and trade. Ça c'était déjà le cas précédemment, au-delà du premier à prendre, là c'est au deuxième à prendre. Vous ne pouvez pas bénéficier d'un sign and trade. Et vous ne pouvez pas non plus échanger des tours de draft au-delà de 7 ans. Vous êtes limité à 6 ans. C'est-à-dire que là, à l'intersaison 2024, une équipe ne pourra pas aller échanger son pick 2032, si je ne dis pas de bêtises. Le max qu'ils pourront échanger, c'est le 2031. Et si pendant 2 des 4 prochaines saisons, une équipe reste au-delà de ce second up round, ce fameux choix, vous savez, de 2032 là, eh bien, peu importe le résultat sportif de cette équipe, ce pic de 2032 sera le 30e de la draft 2032. Et là, ça peut commencer à faire mal. Parce que les équipes qui raisonnent à court terme en mode « je vais péter mon cap là sur les 3-4 prochaines saisons pour essayer de gagner un titre », et puis si ça marche pas, je ferai imploser le roster et on fera un rebuild, ces équipes-là vont être dissuadées de le faire parce que, imaginez en 2032-2033, cette équipe qui essayait de jouer le titre là en 2023-2024 devient une équipe ultra faible dans un processus de reconstruction. Si au lieu d'avoir un top pick, ils ont un 30e choix, reconnaissez que c'est pas du tout la même. Donc ça, c'est pareil, ça peut être extrêmement dissuasif pour les équipes qui veulent faire des coups de poker à court terme en sacrifiant le futur et en disant ouais, si ça marche pas, de toute façon on fera un reset, on fera tout imploser et on fera une reconstruction avec les pics qu'on aura dans le futur. Et bien ça, attention, c'est à surveiller, ça sera moins possible. Ce qui change aussi au niveau des contrats. J'ai pas tout détaillé, mais pour moi, les informations importantes. La room exception. Alors, la room exception, c'est quoi? C'est vous êtes en dessous du salary cap, vous avez de l'argent disponible normalement dans vos caisses pour recruter des joueurs, et bien la NBA vous permet quand même de bénéficier d'une exception. Cette room exception, elle va augmenter de 30%. Donc l'enveloppe qui vous est accordée va augmenter de 30% et vous pourrez signer un joueur désormais sur un contrat qui pourra durer jusqu'à 3 ans, c'était 2 ans par le passé. Donc là encore, message de la NBA, les équipes qui jouent le jeu, qui sont en dessous du cap, on va les avantager, on va les favoriser, on va leur mettre en place des dispositifs qui vont dans leur sens. Et, à contrario, la tax payer mid-level exception, donc les équipes qui payent la taxe de luxe, elle va être réduite à 5 millions. Par le passé, elle suivait les évolutions du cap, là ils l'ont baissé, donc ça fait une baisse de 20 à 30%, hein, je crois, sur le montant actuel. Après, elle continuera évidemment à progresser avec les évolutions du cap, mais là, elle est baissée de 30%, et vous ne pourrez plus signer des joueurs que sur une durée de 2 ans, versus 3 ans par le passé. Donc là, c'est pareil, les équipes qui jouent le jeu, on les favorise, les équipes qui sont dans l'excès sont pénalisées, et vous pourrez, ça a l'air de rien, mais ça peut changer pas mal de choses. Les équipes seront désormais habilitées à avoir 3 joueurs en two-way contract, donc ce sont des contrats un petit peu intermédiaires pour des joueurs en développement. C'était limité à 2 par le passé, ça monte à 3, donc les équipes peuvent avoir 15 joueurs sous contrat NBA classique, plus 3 joueurs sous contrat two-way, donc 18 joueurs quelque part dans leur roster, et ça va, parce que les contrats two-way sont des contrats très peu chers, ça va inciter les équipes à peut-être ne pas utiliser les 15 contrats NBA, mais peut-être en utiliser que 14, et derrière compléter avec ces 3 joueurs en two-way. Alors il y a toujours l'histoire des 90 jours, on peut les avoir que 90 jours au total en activité sur un match NBA, mais c'est pas grave, les équipes avec 3 joueurs, elles vont jouer à Tetris, elles vont faire s'enchaîner les disponibilités, et du coup ça va peut-être un petit peu tirer une balle dans le pied des joueurs vétérans ou des joueurs en fin de carrière qui arrivaient à se trouver une place bon gré mal gré dans un roster NBA. Là, les équipes vont peut-être se dire ça vaut pas le coup finalement de prendre ce 15e joueur avec les 3 joueurs en two-way contract qu'on paye 150 000 ou 200 000 $, ce qui est rien à l'échelle de la NBA par an. On va peut-être boucher les trous comme ça. On en parlait, mais la NBA impose désormais d'avoir 14 joueurs minimum sous contrat NBA standard. Les équipes pourront descendre en deçà de ce seuil de 14 joueurs minimum, mais seulement pendant une période de 28 jours
cumulé maximum sur la saison régulière. Pareil, en contrepartie de OK, on va vous permettre d'avoir des contrats toués en plus. On rigidifie un petit peu l'encadrement des contrats classiques. Il faut avoir au moins 14 joueurs, mais les équipes peuvent être incitées à ne pas prendre le 15e. Le 15e spot ouvert, je pense dans énormément d'équipes, ou en tout cas dans le futur, dans énormément d'équipes, ce 15e contrat NBA classique ne sera pas pourvu. On se laissera de la flexibilité. Et puis, au niveau des contrats, ça avait fait couler beaucoup d'encre quand on a parlé du nouveau CBA, quand il a pris forme en avril. C'est quelque chose qui est revenu quasiment systématiquement dans les annonces majeures de cette évolution du CBA. Les extensions vétérans vont désormais passer de 120% à 140%. Alors on avait parlé à l'époque de la règle Jaylen Brown pouvant être concerné par cette extension. Alors pour rappel, on avait parlé des extensions dans une vidéo dédiée, mais pour rappel, les extensions, c'est je renégocie un contrat en cours dont l'échéance n'est pas arrivée à terme. Si les joueurs arrivent à l'échéance du contrat, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, avec n'importe quelle équipe, dans la renégociation d'un nouveau contrat. Là, on parle de je renégocie mon contrat en cours. Et là, c'était encadré par la NBA. La NBA disait, ok, un contrat en cours, vous pouvez le renégocier, par contre, le maximum que vous pourrez donner aux joueurs, si vous avez dépassé le salary cap, si vous n'avez plus d'argent disponible en banque, le maximum que vous pourrez renégocier aux joueurs, c'est 120% de la dernière année de contrat. Donc, si la dernière année de votre contrat, vous étiez payé 10 millions la saison, l'équipe ne pouvait vous proposer une extension que de 12 millions dans la première année. Et il y a plein de joueurs effectivement qui avaient été signés sur un contrat relativement bon marché, qui ont explosé, et puis qui voulaient renégocier une extension avec l'équipe et qui étaient barrés par ce dispositif, parce que les équipes, le mieux qu'elles pouvaient leur donner, eh bien, c'était 20% d'augmentation par rapport à la dernière année du contrat. Il se trouve que cette règle n'a pas du tout concerné Jaylen Brown, parce que Jaylen Brown, il a été All-NBA, donc il a pu bénéficier du Supermax. Il a été éligible au Supermax, donc c'est 35% du salary cap pour le concernant. Il vient de signer justement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, plus gros contrat jusqu'à la saison prochaine, où son collègue Jason Tatum sera le prochain à signer le plus gros contrat. Et puis c'est comme ça, vu que d'année en année le cap augmente, vous allez avoir à chaque été le plus gros contrat de l'histoire de la NBA qui va être signé. Mais ça, on en a l'habitude, ça fait un moment que c'est comme ça. Il y a un joueur qui a bénéficié justement de cette évolution du CBA tout dernièrement, c'est Dejounte Murray. C'est le petit déjanté, le déjanté du côté des Hawks. Voyez que la saison prochaine, il va toucher 18 millions, qu'il est dans la dernière année d'un contrat en cours, qui est celui-ci. Eh bien, dans le précédent CBA, les Hawks auraient pu lui proposer une prolongation de ce contrat qu'à hauteur de 20% d'augmentation sur ces 18 millions. Là, c'est passé à 40% d'augmentation, et résultat, eh bien, il a pu avoir un nouveau contrat qui commence à 25,5 millions à partir de 2024-2025, et si vous faites le calcul, c'est exactement 40% d'augmentation par rapport à sa dernière année, et il a bénéficié, c'est le premier joueur à bénéficier de cette évolution des paliers de renégociation de plus 20% à plus 40%. Ce qui va aussi évoluer au niveau des contrats, c'est que désormais, les extensions sur les contrats rookies, donc je suis un rookie du premier tour, c'est très encadré, j'ai eu un contrat de 4 ans, 2 années garanties, 2 années en option avec mon équipe, arrivé au terme de ces 4 années, dans le précédent CBA, je ne pouvais négocier qu'une extension de 4 ans. Possiblement, si mon équipe faisait de moi ce qu'on appelait à l'époque un designated player, un joueur désigné, je pouvais avoir une extension de 5 ans. C'est par
exemple ce qu'avait obtenu à l'époque Wiggins avec les Timberwolves, eh bien désormais ce concept de designated rookie, de designated vétéran, quelque part il n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de limite. Par le passé, vous ne pouviez avoir que 2 designated rookies, 2 designated vétérans par équipe. Là, il n'y a plus de limite. Les équipes peuvent en avoir autant qu'elles le souhaitent. Et ça va évidemment bien plaire à Mobley du côté des Cavs, puisque les Cavs, ils ont déjà en designated rookie, ils ont déjà Garland et ils ont déjà l'ami Donovan Mitchell. Donc, avec le précédent CBA, si Mobley explose et devient un joueur max, ils n'auraient pas pu utiliser le designated rookie parce qu'ils en avaient déjà 2 pour proposer un max à Mobley. Ils auraient été bien embêtés. Là, on fait sauter les verrous. Vous pouvez avoir autant de designated rookie, autant de designated vétérans que vous voulez. Souvenez-vous aussi à l'époque, les Celtics qui regardaient avec les yeux de l'amour Anthony Davis dans le cadre d'un trade, mais qui avaient déjà le seuil max de designated vétérans était bloqué. Donc tout ça saute, plus de flexibilité, et désormais les équipes peuvent signer des extensions de 5 ans à tous leurs rookies du premier tour sans conditions particulières. Donc ça va permettre aux équipes d'avoir encore un petit peu plus la main mise sur les joueurs issus de leur rang versus une attractivité par rapport aux autres équipes. Aussi, point important, justement pour lutter un petit peu contre le tampering, vous savez, ça fait couler pas mal d'encre, mais techniquement, les équipes sont obligées d'attendre le début de la free agency pour commencer à négocier avec les joueurs sur des nouveaux contrats. Là, on apporte un petit peu de souplesse parce qu'il y avait une énorme hypocrisie, évidemment, que en sous-marin, les mecs n'attendaient pas l'ouverture officielle du marché pour commencer à négocier. Là, les équipes pourront commencer à négocier avec leur propre free agent un jour après la fin des NBA Finals, donc un jour après la fin officielle de la saison qui vient de s'achever. Et par contre, avec les autres joueurs issus d'autres équipes, on retrouve toujours cet agenda c'est au 30 juin à 18h. Mais au moins, avec mes propres free agents, la saison vient de se terminer, je peux commencer à négocier. Une nouvelle fois, pour favoriser les équipes sur je me développe en interne, j'essaie de garder mes propres joueurs versus les gros marchés qui ont de l'argent, qui ont de l'attractivité, qui captent tout le monde à la free agency. Autre point intéressant sur les contrats. On l'a vu, vous ne payez pas la taxe de luxe, vous avez une non-taxpayer mid-level exception. Vous payez la taxe de luxe, vous avez la taxpayer mid-level exception. Et puis, vous êtes au-dessus du deuxième apron. Là, vous n'avez plus aucune mid-level exception utilisable. Et bien désormais, les mid-level exception vont déclencher un hard cap. C'est le seul cas de figure, c'est l'un des seuls cas de figure dans la NBA où les équipes vont se retrouver avec un hard cap, c'est-à-dire avec un plafond qui, pour le coup, est indépassable. Donc, les équipes qui vont utiliser la non-taxpayer mid-level exception vont se retrouver en hard cap au premier apron. Et les équipes qui vont utiliser la taxpayer mid-level exception vont se retrouver en hard cap au deuxième apron. Concrètement, ça veut dire que par exemple les Dallas Mavericks, qui la saison passée avaient signé Javal McGee grâce à leur taxpayer mid-level exception, ils auraient été hard capés. Je ne peux pas dépenser plus en masse salariale que le seuil du second apron. Donc dans la foulée, ils n'auraient pas pu récupérer Kyrie Irving via un trade comme ils l'ont fait. Parce qu'ils ont utilisé la non-taxpayer mid-level exception, et après, ils ont récupéré Irving avec un différentiel de salaire qui était possible avec les règles du précédent CBA, et ils sont allés encore davantage dégrader leurs finances. Et bien ça n'est plus possible. Les mid-level exception déclenchent des hard caps, et là vous êtes plafonné, plus de flexibilité, vous êtes contraint de faire avec une enveloppe qui est figée. Évolution maintenant, si vous me le permettez, au niveau des trades. Pareil, il y a un hard cap
qui vient se mettre en place au premier tax apron, si une équipe qui avait la possibilité de le faire bénéficie d'un trade où j'ai récupéré plus d'argent que j'en ai envoyé. Si j'ai bénéficié d'un trade avec cette fameuse player trade exception pouvant aller jusqu'à 110%, je suis hard capé au premier apprendre. On a vu juste un peu avant dans la vidéo que justement les équipes qui sont au-dessus des apron, elles n'ont que 100%. Donc là, si vous bénéficiez du 110%, vous êtes hard capé. Donc vous êtes plafonné. Et puis, c'est pareil, le nombre de contrats de 1 an que vous pouvez inclure dans les trades, c'est pareil, et plafonné. Les Celtics, par exemple, avaient, entre guillemets, un peu abusé en mettant bout à bout plein de contrats au salaire minimum d'une durée d'1 an pour pouvoir récupérer Brogdon. Ça, c'est fini. Grosso modo, s'il y a plus de contrats d'1 an sortant que entrant, c'est un max. Il y a un différentiel de 1 max. En tout cas, entre juillet et le 15 décembre. Pour éviter justement qu'à l'intersaison, les équipes qui sont un peu ric-rac accumulent plein de contrats de joueurs au salaire minimum pour gonfler l'enveloppe et pouvoir récupérer un joueur de plus gros calibre payé plus cher en contrepartie. Ça désormais, ça va être encadré. Et puis, les règles régissant aussi les équivalences de salaire dans le cadre des trades vont être un petit peu modifiées. Pour les équipes qui seront en dessous du premier apprendre, pour les trades impliquant des salaires jusqu'à 7,5 millions, il y aura une tolérance de 200%, plus 250 000 $. Me demandez pas pourquoi il y a plus de 250 000 $, c'est les droits d'auteur, j'en sais rien. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une équipe qui envoie un joueur qui a 7,5 millions de salaire annuel peut récupérer en contrepartie, si elle est en dessous du premier apprendre, mais une équipe qui envoie un joueur payé 7,5 millions la saison peut récupérer un joueur qui est payé 15 millions. Là, on est d'accord que les salaires ne matchent pas du tout, et pourtant ça va être autorisé. Pour les salaires compris entre 7,5 millions et 30 millions, donc c'est quand même un spectre assez large, hein. Là, vous allez pouvoir prendre salaire sortant plus 7,5 millions. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je paye un joueur 10 millions la saison, je vais pouvoir l'échanger vers une autre équipe et récupérer un joueur qui gagne 17,5 millions la saison. Les salaires ne matchent pas et pourtant ce trade il va être possible. Et là, effectivement, vous comprenez que pour les équipes qui ont dépassé le salary cap mais qui sont en dessous du premier tax à prendre, la NBA leur offre quand même une belle possibilité de flexibilité et d'amélioration du roster. Et puis si on est au-delà des 30 millions, ça, c'était déjà la règle précédente, on retrouve cette règle précédente des 125%, donc si j'échange pour 30 millions de masse salariale, je peux récupérer en contrepartie 30% plus 25%, donc ça va faire quoi ? Ça va faire 38. Je vais pouvoir récupérer 38 millions. Donc je vais pouvoir envoyer 30 et en récupérer 38. Mais ça, c'était déjà le cas par le passé. Donc on retrouve ce mécanisme-là. Mais toujours est-il que, voilà, pour les équipes qui n'ont plus de cap, qui restent sous le premier à prendre, donc qui ont dépassé mais sans trop déconner, la NBA leur donne les clés pour évidemment avoir toutes les latitudes pour absorber les différentiels de salaire. Par contre, on vient de le voir précédemment, les équipes qui vont faire ça, elles vont se retrouver hard capées. C'est oui, je pourrais absorber un différentiel de salaire dans un trade, mais ça va déclencher un hard cap. Donc, la flexibilité, on me la donne, mais après on me met une barrière limite. Mais tant mieux, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là, c'est encadré. Et à partir de 2024-2025, pas à partir de la saison prochaine, la saison d'après, les équipes pourront inclure dans les trades toutes les exceptions, type mid-level exception, biannual exception, room exception, pour une nouvelle fois compenser un différentiel de salaire. Donc, ça c'est un point à surveiller.
parce que vous allez potentiellement voir des équipes échanger joueur A qui est payé 5 millions, plus une mid-level exception qui en vaut 10, versus un joueur B qui en vaut 15. Et vous allez dire, mais attends, je comprends pas comment c'est possible de faire 5 versus 15. Eh bien, ça sera possible en balançant justement dans la balance des mid-level exception. Alors, on ne pourra pas les accumuler, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire, ok, je mets ma mid-level exception et ma biannual exception pour faire gonfler l'enveloppe, on pourra en utiliser qu'une, mais elles pourront être mises dans la balance pour justement créer des différentiels de salaire et absorber les différentiels de salaire pour aller envoyer un joueur qui me coûte un petit peu moins versus un joueur qui me coûte un petit peu plus pour renforcer mon équipe. Au niveau du sportif, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, au niveau des récompenses individuelles, désormais c'est encadré, avant c'était un peu un flou artistique, désormais c'est encadré. Pour être éligible à une récompense individuelle, je dois avoir joué au moins 65 matchs. Et je dois avoir joué au moins 20 minutes pendant ces 65 matchs. Et oui, sinon ça aurait été trop facile. Les joueurs, en complicité avec les équipes pour court-circuiter le système, auraient mis les joueurs sur la feuille de match, tu rentres, tu ressors, et bam, t'as été éligible, t'as joué ton match. Non, il faut avoir joué 65 matchs et avoir joué au moins 20 minutes dans chacun de ces 65 matchs, ou bien en cas de blessure grave qui empêcherait un super joueur d'aller au moins faire ses 65 matchs, s'il a fait au moins 80% des matchs de son équipe avant sa blessure, il est éligible. On pourrait avoir un joueur qui s'est explosé le genou, il a joué que 55 matchs, mais c'était vraiment le meilleur rookie de tous les rookies. Il a joué que 55 matchs, mais ces 55 matchs représentent au moins 85% des matchs joués par son équipe. Il pourra être rookie de l'année. Gros, voilà ce que ça veut dire. Et, autre point assez important, désormais, les équipes All-NBA, donc All-NBA First, Second, Third et les All-NBA Defensive Team, et les Rookie Team aussi, ne sont pas liés à des postes. Alors pour moi, dès lors que vous mettez ça en place, vous ne pouvez plus appeler ça des All-NBA Team. Vous appelez ça All-NBA 5. Parce qu'on peut imaginer avoir une All-NBA First Team avec, j'invente, mais avec Jokic, Embiid, Wembanyama, Sabonis et DeAndre Ayton. En quoi ces 5 joueurs ensemble, ça forme une équipe ? Non, ces 5 joueurs ensemble, c'est pas une équipe. Ces 5 joueurs ensemble, c'est une bande de potes qui viennent de potentiellement être éligibles à un contrat max, parce que les récompenses individuelles, vous savez, ça n'a pas changé, sont toujours corrélées à une éligibilité ou non au contrat max. Mais pour moi, il ne faut plus parler de team, il faut parler de 5, d'escouade. Ou bien on pourrait avoir, c'est pareil, une All-NBA team avec Damian Lillard, Curry, Fox, LaMelo Ball et Trae Young. En quoi ces 5 joueurs ensemble sur le terrain, ça forme une équipe ? Ouais, ça forme une équipe au playground, mais c'est pas 5 meneurs sur un terrain, c'est pas une équipe. C'est une escouade. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Ça va vraiment, je pense, dénaturer. Parce que ces côtés NBA Team étaient justement intéressantes parce qu'on visualisait ce que pouvait être le meilleur 5 possible de la NBA à l'issue d'une saison, le deuxième meilleur 5 possible, le troisième meilleur 5. Là, ça sera plus le cas. Vous savez ce que je pense des récompenses individuelles. Mais bon, bref, à noter pour la suite. Et puis, il y a aussi la fameuse instauration de la NBA Cup, la Coupe NBA. Alors, on pourrait faire une vidéo de plusieurs heures sur cette Coupe NBA, c'est pas l'objet ici. C'est pareil, vous savez ce que j'en pense. On aura peut-être l'occasion d'en parler à d'autres égards. Mais ce nouveau CBA, justement, codifie et inscrit grave dans le marbre l'instauration de cette NBA Cup qui va commencer là la saison prochaine à partir de 2023-2024. Les points spécifiques aussi qui convient d'avoir en tête à propos de ce nouveau CBA. Et bien désormais, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait évoqué sur Twitter, justement les joueurs qui allaient demander des participations dans les équipes, de bénéficier d'un intéressement, parce que évidemment les joueurs ils sont pas nés de la dernière pluie, et quand ils voient Michael Jordan qui a payé les Hornets 250 millions de dollars il y a quelques années, revendre l'équipe 3 milliards
et se mettre l'intégralité dans les poches, et entre guillemets les joueurs, dans cette transaction, dans cette plus-value extraordinaire, les joueurs ils touchent rien, ça les met un petit peu mal à l'aise, parce qu'évidemment, comme tout travailleur, ils disent la valorisation de l'équipe, c'est moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à ce que j'ai fait sur le terrain en tant que joueur que cette équipe a pris de la valeur, donc j'aimerais ma part du gâteau. Et bien désormais, les joueurs auront la possibilité, mais via un fonds d'investissement qui sera géré par la Player Association, par le syndicat des joueurs, ils auront la possibilité d'investir une part de leur capital dans ce fonds d'investissement qui lui ira investir dans différentes franchises NBA, mais le seuil est fixé à 5% max de capital flottant comme ça dans les différentes équipes NBA. Donc c'est vraiment pour moi une contrepartie à minima, c'est-à-dire ouais, les joueurs pour acheter la paix sociale, eux ils voulaient des participations, ils voulaient un intéressement, on leur donne la possibilité de le faire, mais c'est indirect. C'est une participation indirecte, et surtout, c'est encore très flou pour moi, mais en gros, est-ce que les joueurs vont avoir leur mot à dire sur « Ok, je te donne $1 million de mon épargne, tu l'investis dans des équipes NBA, mais est-ce que j'aurai mon mot à dire sur dans quelle équipe tu les investis ? Est-ce que je bénéficie de dividendes sur cet investissement ? On ne sait pas. Est-ce que quand une équipe est vendue, on bénéficie des bénéfices de la revente, ou bien est-ce que je ne fais que reposséder cette part dans la prochaine équipe ? Quand je revends, comment ça se passe ? C'est encore très flou, c'est vraiment quelque chose à minima, et en NBA quand c'est assez flou, généralement c'est que ça cache un loup. Donc bref, à surveiller. Et puis autre point aussi, c'est les joueurs qui se seront fait toper sur un contrôle antidopage. Alors j'ai lu dans le CBA, c'est écrit noir sur blanc, c'est assez fascinant. La NBA pourra conduire 1648 tests urinaires sur une saison. Alors pourquoi 1648 et pas 1649 ? Je ne sais pas, mais c'est codifié. Donc les joueurs qui se font toper sur un test urinaire ou un test sanguin avec des substances non autorisées qui pouvaient être suspendues jusqu'à 2 ans par le passé, là pourront être suspendus maximum 1 an, pourront demander à être réhabilités après 1 an de suspension. Donc on assouplit un petit peu les termes des sanctions sur du dopage. Donc le bilan. Quel est le bilan qu'on peut tirer de ce CBA, de ce nouveau CBA qui a été ratifié ? Alors déjà, il ne faut pas bouder notre plaisir. Ça aurait pu mal se passer. La négociation de ce nouveau CBA aurait pu mal se passer. Les joueurs, le syndicat des joueurs et les actionnaires, les propriétaires auraient pu ne pas s'entendre sur certains points, et on aurait eu un lockout, comme on en a eu plein dans l'histoire de la NBA, avec quelque part une grève des joueurs et avec une activité qui se suspend. Là, on n'en a pas eu, on travaille en bonne intelligence, on est parvenu à un accord, donc très bonne nouvelle pour les fans, on n'aura pas d'interruption de l'activité, et là on part sur 6, 7, 8 saisons de continuité. Ce nouveau CBA, c'est quoi ? Quelque part, c'est un soft hard cap. C'est effectivement, vous avez toujours la possibilité de sortir entre guillemets du cadre. Par contre, cette sortie du cadre, elle va être de plus en plus encadrée et elle va être de plus en plus pénalisée. L'idée, c'est toujours la même. C'est d'empêcher les équipes qui ont des moyens, d'empêcher les équipes qui sont des gros marchés, qui ont beaucoup de revenus, qui ont beaucoup de ressources, eh bien, ça va les empêcher d'utiliser le pouvoir de l'argent dont ils ont abondamment, pour avoir les meilleurs joueurs, pour avoir le plus d'attractivité. L'idée, c'est d'essayer de rebattre les cartes et de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Alors après, oui, on va pas se raconter des histoires, ça sera toujours plus intéressant d'être les Los Angeles Lakers, d'être les Brooklyn Nets ou d'être les Miami Heat pour attirer les free agents que les Pels, que OKC ou que Minnesota. C'est sûr. Mais là, l'idée, c'est d'essayer de réhomogénéiser la ligue et de remettre un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité et de gommer un petit peu
le pouvoir de l'argent, c'est limiter les abus des riches marchés et avoir une NBA plus ouverte et plus compétitive. Ok, c'est tout à fait louable, mais finalement, là, qu'est-ce qu'on vient d'avoir en NBA? On vient d'avoir, sur les 5 dernières années, 5 champions différents. Ça n'était pas arrivé depuis 1977-1981. Donc finalement, pour ce qui est d'avoir une NBA ouverte, où tout le monde a sa chance, eh bien, avec le dispositif qui était déjà en place avant ce nouveau CBA, on y arrivait. On a eu 5 champions différents en 5 ans. C'est rare dans l'histoire de la NBA. L'histoire de la NBA est faite de domination de super teams, de dynasties qui ont préempté la ligue pendant plusieurs saisons. Donc quelque part, on vient changer une règle qui marchait déjà pas trop mal. Mais pourquoi pas ? Ça va complètement dans le bon sens et personne ne pourra s'offusquer de voir une NBA qui veut être un petit peu plus équitable et qui veut un petit peu plus valoriser les petits marchés au détriment des gros marchés. Par contre, ceci peut déclencher un effet pervers. L'effet pervers, c'est que, ok, on va mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets, des gros marchés, des équipes qui ont beaucoup d'argent, ou des équipes qui étaient prêtes à dépenser beaucoup pour jouer le titre. Exemple, les Suns. Les Suns, Phoenix, c'est pas un très gros marché. Les Suns, via leur nouvelle direction, ils ont déjà dit, nous on s'en fout, on n'en a rien à faire du cadre des restrictions, on veut jouer le titre, on va se donner tous les moyens de le faire, on va mettre tout l'argent possible sur la table pour y arriver. La crainte, c'est qu'avec ce nouveau CBA, eh bien, les équipes qui étaient enclins à le faire, qui avaient les moyens pour le faire, eh bien, en fait, soient dissuadées de le faire, dépensent un petit peu moins d'argent, et si ces équipes-là dépensent un petit peu moins d'argent, donc payent un petit peu moins de taxes de luxe, ça veut dire moins de distribution vers les plus petits marchés, les équipes plus économes qui, elles, n'ont pas pu se le permettre parce qu'elles n'ont pas le budget. Donc, moins de distribution, donc ces petits marchés vont dire je vais récupérer moins d'argent, donc moi aussi je vais en dépenser moins, parce que ça ne va pas être compensé, et je ne peux pas me permettre d'avoir 100 millions de pertes à la fin de la saison. Et vous avez comme ça un effet pervers. Les riches dépensent moins, les pauvres reçoivent moins, donc ils dépensent moins eux aussi, et ça fait un effet pervers où quelque part le salaire moyen attribué aux joueurs en NBA descend. Ça peut aussi entraîner un phénomène où les équipes qui développent des joueurs en interne, ils ont développé un super joueur, je lui ai filé un contrat max. Derrière, ils ont continué à bien drafter, ils ont redéveloppé un super joueur, deuxième contrat max. Et puis là, ils ont encore super bien drafté, ils ont encore super bien développé, et il y a un troisième joueur qui arrive en échéance. Mais on a déjà filé 2 contrats max. Est-ce qu'on va prendre le risque, avec toutes les limitations qui vont nous être imposées, de filer un contrat max à ce troisième joueur? C'est exactement pour ça que Draymond Green est monté au créneau en disant « Oh là là, les joueurs sont encore les grands perdants de ce nouveau CBA ». Draymond Green, il aime bien dramatiser. Mais pour lui, ça lui a parlé parce qu'il s'est mis dans la situation de « Quand j'étais aux Warriors, ok, Curry a eu son contrat max, Thompson a eu son contrat max. Est-ce que les Warriors, avec toutes ces limitations, auraient investi sur moi ? Qui était entre guillemets le 3e meilleur joueur de l'équipe. Est-ce qu'ils auraient pris le risque ? Auquel cas, s'ils n'avaient pas pris le risque, j'aurais été perdant, j'aurais dû signer ailleurs ou ils m'auraient signé à moins, et finalement j'aurais gagné moins d'argent. Donc c'est aussi ça que ce nouveau CBA peut amener sur la table. Maintenant, attention, la prochaine échéance business de la NBA, c'est quoi ? C'est la renégociation des droits télé qui va normalement se faire à l'été 2024. Pour une mise en place du nouveau deal télé au début de la saison 2025-2026. Et c'est pareil, ce nouveau deal télé, il est annoncé à des montants records. Ça veut dire que la NBA va se retrouver avec un boost des recettes qui va forcément entraîner derrière, même si c'est lissé, même si on a vu que le cap allait être limité à 10% d'augmentation, le boost des recettes va forcément entraîner un boost des salaires des joueurs. Donc ceci peut être gommé
ce cercle vicieux finalement de on va dépenser moins peut être gommé par il y a plus d'argent sur la table. Ça peut effectivement comme ça faire en sorte que le salaire moyen continue de croître, mais il aurait peut-être cru moins que dans l'ancien CBA qui était un petit peu plus ouvert aux dépenses de folie et aux équipes qui se disaient allez c'est pas grave, on va pas regarder le portefeuille, on va faire tapis pour essayer d'être compétitif et de jouer le titre. Donc ce nouveau deal télé, c'est une échéance business qu'il faut regarder de très près. Les partenaires historiques et exclusifs de la NBA, c'est d'un côté Disney avec ESPN, ABC, de l'autre côté c'est Warner avec notamment TNT. Ils ont pour l'instant une exclusivité dans la renégociation, c'est que la NBA ne peut pas refaire un appel d'offres où je propose mon contenu à tout le monde. C'est je dois d'abord le proposer à mes partenaires exclusifs, et si on ne parvient pas à un accord à ce moment-là, je peux le proposer à tout le monde. Et vous avez un phénomène qui est structurel, inhérent, c'est que les audiences des chaînes télé d'année en année décroissent. Il y a moins en moins de personnes qui regardent la télé. On consomme la NBA d'une manière bien différente là en 2025 qu'on l'a consommée en 2005 évidemment. Et donc la NBA aimerait bien négocier des droits avec Amazon. Avec Amazon Prime, aimerait bien négocier des droits avec YouTube, aimerait bien négocier des droits, pourquoi pas avec Netflix, avec des structures Amazon, le pognon coule à flot. Imaginez Amazon décroche les droits de la NBA. Demain je prends Prime. Je ne l'ai pas. Mais si Amazon décroche les droits de la NBA, demain je prends Prime. Et la NBA, justement, elle veut négocier des deals avec ces structures-là, qui sont, entre guillemets, qui sont l'avenir, qui sont en croissance, et non plus avec les télés, qui sont, entre guillemets, le monde d'avant, en décroissance. Donc ça va être à surveiller de très très près, parce que, évidemment, ça va amener potentiellement beaucoup d'argent, ou un petit peu moins qu'espéré, sur la table, et ça sera, évidemment, à surveiller dans l'évolution du business NBA. En tout cas, ce nouveau CBA, pour résumer, des petits ajustements, il n'y a pas de révolution majeure, des petits ajustements, un soft cap qui devient de plus en plus hard, qui se durcit, une volonté d'homogénéiser la ligue, de pénaliser les équipes qui sortent du cadre, qui dépensent trop, pour les remettre dans le droit chemin et retrouver une forme d'équité qui, c'est vrai, par le passé, avec les dérives des Clippers, avec les dérives des Warriors, avec les dérives des Nets, et là avec la dérive des Suns, qui est en train de se programmer, des dérives qui ont pu faire grincer les dents des plus petits marchés ou des marchés pas attractifs qui ne pouvaient pas se le permettre. On suivra ça évidemment de près, merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.